Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Pour le niveau baccalauréat 1. Examen de français. Examen, le texte. C'est le chapitre 33. Je répète, chapitre 33 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je lis le texte de ce chapitre. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé, tandis que je rêve les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier rieur, effrayé, écolier rieur, effrayé, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte et ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années. Ancien, encore de religieuse que domine de sa tête de plombe le sombre dôme de Val de Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin, la petite espagnole avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Peppa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an. Nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita, la plus belle pomme du pommier, de la grapper, de la frapper pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais, c'est bien fait. Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas, elle laisse tomber son mouchoir. Je le lui ramasse, nos mains tremblent. En se touchant, il me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans, nous disant des choses innocentes et nous rougissant tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers au fond du jardin, après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades. Elle quitta tout à coup mon bras et me dit, courons. Je la vois encore. Elle était tout en noir,
en deuil de sa grand-mère, il lui passa par la tête une idée d'enfant. Peppa redevint Pépita. Elle me dit courons, et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fouillait, le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista, elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. Asseyez-vous là, me dit-elle, il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre? J'avais sur moi le tome second des Voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard, je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule, et nous mîmes à lire, chacun de notre côté, tout bas, la même page, avant de tourner le feuillet. Elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. Avez-vous fini? Me disait-elle que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines, peu à peu, se rapprochèrent et nos bouches, tout à coup, quand nos volumes continuaient notre lecture, le ciel était étoilé. Oh, maman, dit-elle, en rentrant, si tu savais comme nous avons couru, moi je gardais le silence. Tu ne dis rien, me dit ma mère. Tu as l'air triste. J'avais le paradis dans le cœur. J'ai une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Question de compréhension. Question 1. Quel est l'état émotionnel du narrateur au début de l'extrait? Question 1. Quel est l'état émotionnel du narrateur au début de l'extrait? La réponse. Au début de l'extrait, le narrateur est dans un état de souffrance et de désespoir, comme indiqué par l'expression gouffre, de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Il cherche à oublier le présent en se réfugiant dans ses souvenirs. Question 2. Dans quel souvenir le narrateur trouve-t-il du réconfort? Citez au moins trois éléments. Question 2. Dans quel souvenir le narrateur trouve-t-il du réconfort? Citez au moins deux éléments. La réponse. Le narrateur trouve du réconfort dans les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. Il cite plusieurs éléments. Sa première communion, la forêt, les oiseaux, le soleil, les cloches du village, les étoiles de la nuit et les souvenirs de sa pauvre mère. Elle évoque également ses années de colère avec les camarades et les jeux bruyants, puis ses études sérieuses et enfin ses premiers amours. Question 3. Quel événement brutal vient interrompre la contemplation du passé par le narrateur? Question 3. Quel événement brutal vient interrompre la contemplation du passé par le narrateur? La réponse. Un bruit sec, bref, métallique vient interrompre brutalement la contemplation du passé par le narrateur. Il s'agit de l'ouverture fracassante de la porte de son cachot et l'entrée de deux hommes.
La question 4. Qui sont les deux hommes qui entrent dans le cachot et quel rôle jouent-ils? Question 4. Qui sont les deux hommes qui entrent dans le cachot et quel rôle jouent-ils? La réponse. Les deux hommes qui entrent dans le cachot sont le greffier et la conciergerie et un prêtre. Le greffier est venu pour lire au narrateur son arrêt de mort, tandis que le prêtre est venu pour lui parler de Dieu, de sa miséricorde et de l'espoir, et pour tenter de le confesser. Question 5. Quelle est la dernière pensée qui obsède le narrateur à la fin de l'extrait? Question 5. Quelle est le dernier pensée qui obsède le narrateur à la fin de l'extrait? La réponse. La dernière pensée qui obsède le narrateur à la fin de l'extrait est la conscience humaine éminente et sa mort dans 4 heures. Dans 4 heures d'ici, le soleil se lèvera sur moi vivant et se couchera sur mon cadavre. Il est terrifié par cette perspective. La question d'analyse et de langue. Donc les questions. Voilà question 1. Relever et analyser la figure de style présente dans l'expression. Comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses. Quel est son effet? Question 1. Relever et analyser la figure de style présente dans l'expression. Comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses. Quel est son effet? La réponse. La figure de style présente est une comparaison introduite par le mot comme. Les souvenirs doux, calmes et riants sont comparés à des îles de fleurs, tandis que les pensées noires et confuses sont comparées à un gouffre. L'effet de cette comparaison est de souligner le contraste saisissant entre la beauté et la sérénité des souvenirs d'enfance et l'horreur et le chaos de la situation présente du narrateur. Les îles de fleurs présentent des moments de bonheur isolés dans l'imminence de sa souffrance. Question 2. Identifier le champ lexical dominant dans le deuxième paragraphe. Ah, c'était de beaux jours. Ainsi de suite. Et expliquer son rôle dans le texte. Question 2. Identifier le champ lexical dominant dans le deuxième paragraphe. Ah, c'était de beaux jours. Ah, c'était de beaux jours. Et expliquer son rôle dans le texte. La réponse, le champ lexical dominant dans le deuxième paragraphe est celui de la joie et de la nature. Beau jour, pur rayon, embaumé, haleine d'une jeune fille, forêt, oiseau, soleil, cloche, étoile. Ce champ lexical a pour rôle de contraster vivement avec la situation actuelle du narrateur, enfermé et condamné à mort. Il met en évidence la perte de l'innocence et du bonheur de l'enfance et de la jeunesse. Question 3. Analyser l'emploi des temps verbaux dans la première partie de l'extrait jusqu'à le jeune homme dont le cœur palpitait au seul mot d'une femme. Que révèle-t-il? Question 3. Analyser l'emploi des temps verbaux dans la première partie de l'extrait jusqu'à le jeune homme dont le cœur palpitait au seul mot d'une femme. Que révèle-t-il? La réponse, l'emploi dominant de l'imparfait, c'était venez, s'ouvre, comprenez, s'éclaire, palpiter. Et du passé simple, venir, entrevue, dévorer, palpiter. Dans cette partie de l'extrait, révèle que là, le narrateur se plonge dans les souvenirs passés
L'imparfait décrit des états et des actions duratives dans le passé, tandis que le passé simple évoque des actions ponctuelles et révolues. Cela crée un effet de mélancolie et de nostalgie. La question 4. Relevez une phrase exclamative exprimant le regret du narrateur et expliquer son intensité. La réponse, la phrase exclamative Oh, que ne puis-je m'y réfugier tout entier exprime un regret intense du narrateur. L'emploi de l'interjection Oh et de la tournure que ne puis-je souligne un désir profond et impossible de retourner dans le passé et d'échapper à son sort actuel. Le verbe tout entier renforce l'idée d'une évasion totale et désespérée. La question 5. Comment le narrateur perçoit-il le passé dans le sixième paragraphe? Cette pensée me calma. Quel mot-clé le montre? Question 5. Comment le narrateur perçoit-il le passé dans le deuxième paragraphe? Cette pensée me calma. Quel mot-clé le montre? La réponse. Dans la sixième paragraphe, le narrateur perçoit le passé comme un refuge sûr, quelque chose de définitif et d'inaliénable. Ce qu'on a eu, on l'a, on ne nous le reprend pas. C'est un bien qu'aucun hasard ne saurait nous enlever. Les mots-clés qui le montrent sont calme, serein, confiant, presque heureux, refuge sûr, on l'a, on ne nous le reprend pas, bien qu'aucun hasard nous saurait nous enlever, plein, vivant, jeune encore. Question 6. Analyser la rupture de ton et d'atmosphère entre le sixième et le septième paragraphe. Quels éléments linguistiques marquent ce changement? La réponse, la rupture de temps et d'atmosphère entre le sixième et le septième paragraphe est brutale et soudaine. Le sixième paragraphe est marqué par un temps apaisé et contemplatif, tandis que le sixième est caractérisé par un ton violent et alarmant. Les éléments linguistiques qui marquent ce changement sont l'adverbe brutal, brutalement, l'expression avec fracas pour décrire l'ouverture de la porte et les adjectifs secs, bref, métallique pour qualifier le bruit, l'exclamation j'ai tressailli témoigne également de la réaction de peur du narrateur. Question 7. Identifiez le registre de langue dominant dans la phrase. Le papier qu'il tenait, c'était mon arrêt de mort. Justifiez votre réponse. La question 7. Identifiez le registre de langue dominant dans la phrase. Le papier qu'il tenait, c'était mon arrêt de mort. Justifiez votre réponse. La réponse. Le registre de langue dominant dans cette phrase est le registre courant. Le vocabulaire est simple et direct. Papier, tenait, arrêt de mort. La construction de la phrase est également typique du langage courant avec l'emploi de la tournure. C'était, il n'y a pas de vocabulaire familier ou vulgaire ni de construction grammaticale particulièrement recherchée ou complexe. Question 8. Explique la signification et l'effet de phrases courtes. J'ai demandé grâce dans le contexte de l'extrait. La réponse. La phrase courte J'ai demandé grâce est dépouillée et directe, exprimant la dernière tentative désespérée du narrateur pour échapper à la mort. Sa brièveté souligne la simplicité et l'urgence de sa requête. Après la lecture de son arrêt de mort, cette demande de grâce contraste tragiquement avec la solennité et la sentence et met en lumière
la vulnérabilité et l'impuissance du condamné. Question 9. Relevez une métaphore dans la dernière partie de l'extrait après l'arrivée du greffier et expliquez ce qu'elle représente. La réponse. La métaphore présente est un mot terrible. Et un mot terrible. Un mot de plombe, exécution. Le mot exécution est comparé à un mot de plombe. Cette métaphore présente le poids accablant et la dureté implacable de la sentence de mort. Comme le plombe, ce mot est lourd, froid et son appel écrasant pour espoir. Question 10. Analysez l'évolution des sentiments du narrateur tout au long de l'extrait. La réponse. L'évolution des sentiments du narrateur est marquée par une alternance entre le désespoir et un bref répit trouvé dans la réminiscence. Au début, il est plongé dans un gouffre de pensées noires et confuses en se remémorant son passé. Il éprouve de la joie, de la nostalgie, du calme, de la confiance et se sent presque heureux. Le passé apparaît comme un refuge sûr. Cependant, l'interruption du bruit et l'annonce de son arrêt de mort le replonge brutalement dans la terreur et le désespoir. La douceur des souvenirs s'évanouit, laissant place au spectre hideux de la mort. À la fin, il est à nouveau seul avec sa pensée, qui est elle-même perçue comme une géole, obsédée par l'imminence de son exécution et éprouvant une souffrance intense. Pour la production écrite, énoncé, je lis le sujet. La mémoire est-elle toujours un refuge aux difficultés du présent? Je répète, le sujet. La mémoire est-elle toujours un refuge face aux difficultés du présent? À travers des exemples tirés de vos lectures, de vos expériences personnelles ou de l'actualité, développez votre point de vue sur cette question dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes. Je répète le sujet. La mémoire est-elle toujours un refuge face aux difficultés du présent? À travers des exemples tirés de vos lectures, de vos expériences personnelles ou de l'actualité, développez votre point de vue sur cette question dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes. Les critères de correction, conformité à la consigne d'écriture de points et la cohérence de l'argumentation 4 points et la correction de la langue 4 points. On passe maintenant à la correction de la production écrite possible. La mémoire est souvent perçue comme un havre de paix. La mémoire est souvent perçue comme un havre de paix, un lieu où l'on peut se retirer pour échapper aux tourments du présent. Elle offre la possibilité de revivre des moments heureux, de retrouver des êtres chers disparus ou de se remémorer des succès passés, procurant ainsi un sentiment de réconfort face aux difficultés actuelles. Cependant, cette conception idyllique de la mémoire mérite d'être nuancée. Est-elle toujours un refuge
salvateur, ou peut-elle parfois se révéler une source de souffrance supplémentaire? D'une part, la mémoire peut indéniablement servir de refuge. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le narrateur Sidi Mohammed, enfant solitaire, se replie dans ses souvenirs et les objets de sa boîte pour échapper à la réalité, parfois rude, de son quotidien. Ces réminiscences lui offrent un monde imaginaire où il trouve consolation et plaisir. De même, face à des épreuves personnelles ou des crises collectives, se, se souvenir de moments plus heureux peut apporter un soutien émotionnel et une perspective positive. L'évocation de réussite antérieure peut renforcer la confiance en soi et la capacité à surmonter les obstacles présents. D'autre part, la mémoire n'est pas toujours un sanctuaire bienveillant. Elle peut raviver des douleurs anciennes, des regrets persistants ou des traumatismes non résolus. Pour le condamné à mort dans l'œuvre de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné, les souvenirs de sa vie passée se mêlent à l'angoisse de son sort imminent, intensifiant sa souffrance morale. Se focaliser sur le passé peut également empêcher de s'investir pleinement dans le présent et de construire un avenir meilleur. L'attachement excessif à des souvenirs idéalisés peut rendre l'adaptation aux réalités actuelles plus difficile et engendrer une forme de mélancolie paralysante, comme le suggère Crayon à Antigone. S'enfermer dans une vision rigide du passé pour conduire à des impasses tragiques. En conclusion, si la mémoire peut offrir un répit face aux difficultés du présent, en nous reconnectant à des expériences positives et en renforçant notre identité, elle n'est pas toujours un refuge infaillible. Sa capacité à apaiser ou à tourmenter dépend de la nature des souvenirs eux-mêmes et de notre relation avec eux. Une mémoire sélective et idéalisée peut certes apporter un certain réconfort, mais une confrontation lucide avec l'ensemble de notre passé, y compris ses aspects douloureux, est souvent nécessaire pour avancer sereinement dans le présent. La clé réside peut-être dans la capacité à puiser dans la mémoire la force de surmonter les épreuves, sans pour autant s'y enfermer et négliger les opportunités du moment présent. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.